Carrie entra dans la maison et referma la porte derrière elle. À la clarté du jour fit place à une pénombre fraîche où flottaient d'insistants relents de talc. Le seul bruit était le tic-tac du coucou dans le salon. Maman avait obtenu le coucou avec le timbre prime vert. Une fois en quatrième, Carrie avait résolu de demander à maman si les timbres verts n'étaient pas souillés par le péché, mais au dernier moment elle n'avait pas osé. Elle gagna le fond du couloir et accrocha son manteau dans le placard. Au-dessus de la rangée de patères trônait une image lumineuse avec un Christ fantomatique et menaçant qui planait au-dessus d'une famille attablée dans une cuisine. Au bas de l'image, la légende, également lumineuse, disait « L'hôte invisible ». Elle entra dans le salon et s'immobilisa au centre du tapis décoloré et usé jusqu'à la trame. Elle ferma les yeux, serra les paupières et regarda les petits points brillants qui dansaient dans l'obscurité. La migraine battait douloureusement ses tempes. Seule, maman travaillait au pressing minute de la blanchisserie du Ruban Bleu dans le centre commercial de Chamberlain. Elle y travaillait depuis que Carrie avait eu ses 5 ans, lorsque les primes d'assurance et les indemnités que lui avait valu l'accident de son mari avaient commencé à s'amenuiser. Son horaire allait de 7h30 du matin à 4h de l'après-midi. La blanchisserie était sans Dieu. Maman le lui avait dit bien des fois. Le gérant, M. Elton Mott, était lui particulièrement sans Dieu. Maman disait que Satan avait réservé un coin bleu spécial dans son enfer pour Elt, comme on l'appelait au ruban bleu. Seule. Elle ouvrit les yeux. Il y avait dans le salon 2 chaises au dossier droit. Il y avait aussi une machine à coudre avec une lampe devant laquelle Carrie piquait quelquefois des robes pendant que maman brodait des napperons et parlait du jugement. Le coucou était accroché au mur du fond. Il y avait encore quantité d'images pieuses, mais celle que Carrie préférait se trouvait juste au-dessus de sa chaise. On y voyait Jésus menant des agneaux sur une colline aussi verte et lisse que le terrain de golf de Riverside. Les autres étaient moins paisibles. Jésus chassant les marchands du temple, Moïse jetant les tables de la loi sur les adorateurs du veau d'or, Thomas, le sceptique, glissant les doigts dans la blessure au flanc de Jésus. Oh, l'horrible fascination de cette image-là, et les cauchemars qu'elle lui avait inspirés quand elle était petite. L'arche de Noé, flottant au-dessus des pêcheurs agonisants, en train de se noyer. Lot et sa famille, fuyant devant le grand incendie de Sodome et Gomorrhe. Sur une petite table de sapin était posée une lampe et une pile de tracts illustrés. Celui du dessus montrait un pêcheur. L'expression angoissée de son visage témoignait clairement de sa condition spirituelle, tentant de ramper sous un gros rocher. La légende clamait « Et les pierres même ne le cacheront pas ce jour-là ». Mais l'élément dominant dans la pièce était à coup sûr l'énorme crucifix de plâtre dressé contre le mur du fond. Il avait 1,20 m de haut, et maman avait commandé ce modèle spécial par correspondance à Saint-Louis. Un rictus de douleur outrancier figé sur le visage, le Christ y était fixé, la bouche entr'ouverte, incurvée vers le bas, exhalait une plainte muette. Sous sa couronne d'épines figuraient des filets de sang rouge coulant le long des tempes et sur le front. Le regard noyé se perdait vers le ciel, dans une expression d'agonie médiévale. Les 2 mains étaient également couvertes de sang, et les pieds cloués sur un étroit support de plâtre. Ce mourant avait lui aussi donné à Carrie d'innombrables cauchemars, dans lesquels le Christ mutilé la poursuivait le long des couloirs sans fin, brandissant un marteau et des clous, l'exhortant à prendre sa croix et à le suivre. Tout récemment seulement, ses rêves avaient évolué pour revêtir une apparence moins claire, mais plus sinistre. Elle ne se sentait plus menacée de meurtre, mais de quelque chose d'encore pire. Seule. Les douleurs qui lui tenaillaient les jambes et le bas-ventre s'étaient un peu atténuées. Elle ne pensait plus qu'elle allait mourir d'hémorragie. C'était le mot « menstruation » qui s'appliquait à son état, et tout à coup cela lui paraissait logique, inévitable. C'était son qui tout double. Dans l'atmosphère solennelle et silencieuse du salon, elle émit un petit rire étrange, apeuré. On aurait dit un jeu radiophonique. Vous aussi, vous pouvez gagner une semaine aux Bermudes, tout frais payé, par le qui tout double du mois. Comme le souvenir de la pluie de pierre, la réalité des périodes menstruelles semblait avoir toujours été présente à son esprit, bloquée mais en attente. Elle pivota sur les talons et monta lourdement au premier étage. Les lattes du plancher de la salle de bain avaient été lessivées à blanc. La propreté mène à la pureté. Au flanc de la baignoire campée sur 4 pieds griffus, des traînées de rouille tachaient les mailles blancs sous le robinet chromé. Il n'y avait pas d'appareil de douche. Maman disait que les douches étaient immorales. Carrie ouvrit le placard à linge et se mit à chercher posément, méthodiquement, veillant à tout remettre en place. Maman avait un œil infaillible. La boîte bleue se trouvait tout au fond, derrière les vieilles serviettes qu'elle n'utilisait plus. Une vaporeuse silhouette de femme en longue robe transparente figurait sur le couvercle. Elle en sortit une des serviettes et la considéra d'un air curieux.
Elle s'en était servie un jour pour essuyer, à un coin de rue, le rouge à lèvres qu'elle avait caché au fond de son sac. Elle se souvenait maintenant, ou croyait s'en souvenir, des coups d'œil intrigués, choqués des passants. Son visage s'empourpra. Il l'avait prévenu. À cet accès de rage succéda une colère blanche. Elle entra dans sa minuscule chambre à coucher. Là aussi abondaient les images pieuses, mais on y voyait beaucoup plus d'agneaux pacifiques que de scènes d'anathème. Un fanion du collège était épinglé au-dessus de sa commode. Sur le meuble même se trouvaient une Bible et un Christ en matière plastique qui luisait dans la pénombre. Elle se dévêtit, d'abord sa blouse, puis sa jupe trop longue détestée, sa combinaison, sa gaine, sa culotte, son porte-jartel, ses bas. Elle considéra ses lourds vêtements empilés, les rangées de boutons, les élastiques, avec une expression de détresse farouche. À la bibliothèque de l'école, il y avait tout un tas de vieux numéros de 17 ans, et souvent elle les feuilletait en affectant un air inexpressif et détaché. Les modèles avaient une attitude si effrontée, si insouciante dans leurs jupes courtes, voletantes, leurs collants, leurs légers dessous imprimés. Bien sûr, effronté était un des termes favoris de maman. Elle savait ce que dirait maman. Oh, pas question, pour les décrire. Et elle se sentirait elle-même terriblement honteuse. Cela aussi elle le savait. Nue, hostile, l'âme noircie par le péché d'exhibitionnisme, des bouffées de brise lui caressaient le derrière des cuisses, éveillant en elle une lascivité confuse. Et elle savait que les autres devineraient ce qu'elle ressentait. Elle devinait toujours. D'une façon ou d'une autre, elle la tourmenterait, la ravalerait sans pitié à son rôle de repoussoir. C'était leur seule attitude à son égard. Elle aurait pu, elle savait qu'elle aurait pu. Quoi ? Se trouver ailleurs. Sa taille ne s'était épaissie que parce que parfois elle se sentait si malheureuse, si vide, accablée d'ennui, que le seul moyen pour elle de combler ce néant, c'était de manger et de manger. Mais après tout, elle n'avait pas la taille si alourdie. Les échanges chimiques de son corps ne lui laisseraient pas dépasser un certain point, et elle trouvait ses jambes plutôt jolies, presque aussi jolies que celles de Sue Snell et de Vicky Hanscom. Elle pourrait s'abstenir de chocolat et ses boutons disparaîtraient. Ça ne ratait jamais. Elle pourrait changer de coiffure, acheter des culottes légères, des collants bleus et verts, faire des jupes courtes et des robes avec des patrons de chez Buttrick et Simplicity. Elle pourrait être vivante. Elle dégrafa son soutien-gorge de coton et le laissa tomber sur le sol. Ses seins étaient d'un blanc laiteux, lisse et gonflé. Les tétons avaient une couleur café au lait clair. Elle se caressa la poitrine et un frisson la parcourut à fleur de peau. C'était mal, très mal. Oh oui. Maman lui avait dit qu'il y avait une certaine chose. Cette chose était dangereuse, vieille comme le monde, absolument impure. Elle pouvait vous ôter toute force. Attention, disait maman, cela vient la nuit. Cela te fera penser aux fautes qui se commettent dans les parkings et dans les motels. Mais bien qu'il ne fût que 9h20 du matin, Carrie songeait que la chose l'avait atteinte. Elle continuait à se caresser les seins. Sale bosse. Sa peau était fraîche, mais les bouts étaient brûlants et durs, et quand elle en serra un entre ses doigts, elle se sentit toute molle, prête à défaillir. Oui, c'était la chose. Sa culotte était tachée de sang. Brusquement s'imposa à elle l'idée qu'elle devait fondre en larmes, hurler ou arracher cette chose de son corps, la rejeter, l'écraser, la tuer. La serviette que lui avait ajustée Miss Desjardins se détrempait déjà, et elle la changea avec soin, sachant combien elle était mauvaise, combien toutes les autres étaient mauvaises, se détestant elle-même autant qu'elle les détestait. Seule maman était sans reproche. Maman s'était battue avec l'homme noir et l'avait vaincu. Carrie avait assisté au combat dans un rêve. Maman l'avait chassé de la maison à coups de balai, et l'homme noir s'était sauvé dans la nuit, le long de Carlin Street. Ses pieds fourchus faisaient jaillir des étincelles rouges du ciment. Sa maman avait arraché la chose qui était en elle et avait gardé sa pureté. Carrie la haïssait. Elle jeta un coup d'œil furtif à son visage dans la petite glace ronde qu'elle avait accrochée au dos de la porte. Une glace avec une mince bordure de plastique vert, tout juste bonne pour se donner un coup de peigne. Elle le détestait, son visage morne, stupide, bovin, son regard éteint, ses boutons rouges et brillants, ses cratères de points noirs. Son visage, elle le détestait par-dessus tout. Une fissure en dents de scie zébra soudain son reflet dans le verre. Le miroir tomba par terre, s'émietta à ses pieds. Il n'en restait plus que l'anneau de plastique vert qui semblait l'observer comme un œil aveugle. Extrait du dictionnaire des phénomènes psychiques d'Ogilvy. La télékinésie est le pouvoir de déplacer les objets à distance ou de les modifier par la seule force de l'esprit. Des observateurs dignes de foi ont signalé l'apparition de cas probants dans certaines situations critiques d'extrême tension.
Ainsi, ont pu être dégagés des corps ou des objets pris sous des voitures automobiles ou des bâtiments écroulés mis en état de lévitation. Le phénomène est souvent confondu avec l'action de poltergeists, qui sont des esprits malicieux. Il faut noter que les poltergeists sont des créatures astrales d'une existence douteuse, alors que la télékinésie est considérée comme une fonction empirique de l'esprit, peut-être de nature électrochimique. Lorsqu'ils eurent fini de faire l'amour, comme elle remettait lentement ses vêtements en ordre sur le siège arrière de la Ford 63 de Tommy Ross, Sue Snell s'aperçut que ses pensées se tournaient à nouveau vers Carrie White. C'était le vendredi soir, et Tommy, qui regardait pensivement par la vitre arrière avec son pantalon encore en accordéon sur les chevilles, l'effet était comique mais bizarrement attendrissant, l'avait emmené au bowling. Bien entendu, cette sortie n'était qu'un prétexte mutuellement admis. En réalité, leur seul but dès le départ avait été la fornication. Elle sortait plus ou moins régulièrement avec Tommy depuis le mois d'octobre, on était maintenant en mai, et il n'y avait que 15 jours qu'ils couchaient ensemble. 7 fois exactement. Enfin, ce soir, c'était la 7e fois. Il n'y avait pas encore eu de feu d'artifice, pas de fanfare pour jouer la bannière étoilée, mais les choses s'étaient un peu améliorées. La première fois, elle avait eu très mal. Ses amies, Helen Shears et Jean Galt, l'avaient aussi fait et lui avaient affirmé toutes les deux qu'on ne souffrait qu'une minute, comme une piqûre de pénicilline, et qu'ensuite c'était le rêve. Mais pour Sue, la première fois, elle avait eu l'impression qu'on la perforait avec un manche de pioche. Tommy avait reconnu depuis, avec un petit rire, qu'il avait de son côté mis le préservatif de travers. Ce soir, ce n'était que la seconde fois qu'elle commençait à éprouver quelque chose qui ressemblait à du plaisir, puis plus rien. Tommy s'était retenu aussi longtemps qu'il avait pu, mais tout s'était arrêté. En somme, cela représentait un frottement bien excessif pour si peu de chaleur. Après coup, elle se sentait déprimée, et dans ce climat mélancolique, sa pensée revenait à Carrie. Sa garde affective baissée, elle se laissa envahir par une vague de remords, et quand Tommy abandonna la contemplation de Brickyard Hill pour se retourner vers elle, Sue pleurait. « Ben quoi » fit-il inquiet. « Eh, dis donc !» Il la prit maladroitement dans ses bras. « Oh, ce n'est rien, dit-elle, pleurant toujours. « C'est pas à cause de toi. J'ai fait aujourd'hui quelque chose de très moche, et j'étais en train d'y repenser, voilà tout. »« Quoi ?» Il lui caressait doucement la nuque. Elle se retrouva donc en train de raconter l'incident du matin, se demandant si c'était vraiment elle qui parlait. Pour voir les choses en face, elle devait admettre que si elle s'était donnée à Tommy, c'était essentiellement parce qu'elle était amoureuse. Folle, peu importait, le résultat était le même, de lui, et maintenant se mettre dans cette position, un aveu de participation à un chahut stupide dans les douches, n'était pas précisément la bonne méthode pour s'annexer un gars. Et Tommy était, bien entendu, populaire. Ayant été elle-même toujours populaire, il était presque écrit pour elle qu'elle devrait rencontrer et aimer un garçon aussi populaire qu'elle. C'était une quasi-certitude qu'ils allaient être élus rois et reines du bal de printemps du collège, et ceux de dernière année les avaient déjà choisis comme couple idéal de l'année scolaire. Ils étaient devenus des étoiles fixes au firmament changeant des relations entre élèves, Roméo et Juliette spécialisés. Et elle se rendait compte avec une subite animosité que dans tous les collèges blancs de banlieue d'Amérique existait un couple semblable au leur. Et ayant obtenu ce qu'elle avait depuis si longtemps souhaité, une position stable, sûre, un statut privilégié, elle en découvrait le corollaire, un malaise qui lui faisait un cortège sinistre. Ce n'était pas ainsi qu'elle s'était imaginé les choses. Des ombres de mauvais augure rôdaient autour de leur cercle de lumière magique. L'idée qu'elle s'était laissée baiser par lui, est-ce bien utile de l'exprimer de cette façon? Oui, pour cette fois. Simplement parce qu'il était populaire, par exemple. Le fait qu'ils étaient bien assortis, ou qu'elle pouvait observer leur reflet dans une vitrine et penser quel beau couple. Elle était tout à fait sûre, ou du moins l'espérait, de n'être pas faible à ce point, mûre pour satisfaire docilement à la complaisante attente des parents, des amis et d'elle-même. Mais maintenant, il y avait cette histoire de la douche dont elle s'était mêlée sans réticence, avec une joie féroce. Le mot qu'elle évitait était l'infinitif « se conformer », qui faisait surgir d'horribles images de cheveux enroulés sur des bigoudis, de longs après-midi passés devant la planche à repasser, face aux feuilletons publicitaires de la télé, pendant que l'époux faisait de l'esbrouf dans un bureau anonyme, ou bien à l'association des parents d'élèves, puis en s'inscrivant au country club, une fois leur revenu grimpé au niveau des 5 chiffres, des pilules dans des emballages jaunes circulaires pour éviter de renoncer aux tailles jeunes filles avant que ce soit absolument nécessaire, ou contre l'intrusion de ces petits étrangers répugnants qui font dans leurs culottes et braillent à plein poumon vers 2 heures du matin. Des luttes dignes et sournoises pour protéger les îlots intacts de la pollution des nègres, restant au coude à coude avec Terry Smith, Miss Fleur de Patate de 1975, et Vicky Jones,
vice-présidente de la Ligue des femmes, armée de pancartes, de pétitions, et accrochée aux lèvres de doux sourires désespérés. Carrie, c'était cette fichue Carrie, tout était sa faute. Peut-être avant aujourd'hui avait-elle entendu parfois de lointains bruits de pas tournant autour de leur cercle de lumière, mais ce soir, en écoutant son propre récit, sordide, misérable, elle distinguait nettement les contours de ses ombres et ses yeux jaunes qui brillaient comme des torches électriques dans l'obscurité. Elle avait déjà acheté sa robe pour la fête du collège. Elle était bleue, elle était belle. « Tu as raison, dit-il, lorsqu'elle eut fini. Mauvaise nouvelle, ça ne te ressemble vraiment pas. » Son visage était grave, et elle se sentit un instant glacée de terreur. Puis il sourit, il avait un très charmant sourire, et les ombres se dissipèrent un peu. « Moi j'ai flanqué un coup de pied à un gosse qui avait tourné de l'œil. Je t'ai jamais parlé de ça ?» Elle secoua la tête. « Bah ouais. » Il se frotta le nez d'un air songeur, et un tic bref lui fit tressaillir la joue, comme lorsqu'il avait avoué sa maladresse en utilisant son premier préservatif. Il s'appelait Danny Patrick, le type en question. Il m'avait foutu une raclée un jour quand on était en 6e. Je ne pouvais pas le blairer, mais j'avais la trouille. J'attendais mon heure. Tu sais ce que c'est. Elle ne savait pas, mais acquiesça cependant. Toujours est-il qu'un an plus tard, à peu près, il s'est trompé de client. Pete Taber. C'était un tout petit mec, mais vachement musclé. Danny s'est engueulé avec lui à propos de je ne sais quoi, une affaire de billes, peut-être. Finalement, Peter lui est rentré dans le chou et lui a flanqué la pâtée. Ça se passait sur le terrain de jeu du vieux collège Kennedy. Danny est tombé en arrière et il s'est cogné la tête et s'est retrouvé KO. Tout le monde a fichu le camp. On croyait qu'il était mort. Moi aussi, je me suis sauvé, mais avant, je lui ai collé un coup de pied dans les côtes. Après ça, je m'en suis voulu drôlement. Tu comptes lui faire des excuses ? Sue, prise totalement au dépourvu, ne put que rétorquer sans conviction. Tu lui en as fait, toi ? Hein ? Ah non, dis donc, j'avais aucune envie de me retrouver à l'hosto. De toute façon, il y a une grande différence, Suzy. Ah oui ? Bah, d'abord, on n'est plus des bébés, et puis j'avais quand même des raisons, même si elles étaient minables. Cette pauvre demeurée, elle ne t'a jamais rien fait. Sue ne répondit pas, car elle ne trouvait rien à répondre. Elle n'avait pas adressé la parole à Carrie plus d'une dizaine de fois dans toute sa vie, dont 5 aujourd'hui. Le cours d'éducation physique était le seul qu'elle suivait en commun depuis leur sortie de l'école de Chamberlain. Carrie était inscrite à la section commerciale. Sue, bien entendu, faisait des études classiques. Elle se jugea, sans transition, très méprisable. Cette pensée lui était intolérable, et elle s'en prit à lui pour y échapper. « Quand es-tu devenu si moralisateur ? Depuis que tu as commencé à me baiser ?» Elle vit la bonne humeur s'effacer de ses traits et le regretta aussitôt. « Oh, j'aurais mieux fait de la boucler, » dit-il en remontant son pantalon. « Oh, c'est pas toi, c'est moi. » Elle lui posa une main sur le bras. « J'ai honte, tu comprends ?»« Ouais, je sais, » dit-il. « Mais je n'aurais pas dû te donner de conseils. Je ne suis pas très doué pour ça. »« Oh, Tommy, tu n'as pas horreur quelquefois d'être, aussi populaire ?»« Moi ?» La surprise se peignit sur son visage. « Tu veux dire capitaine de l'équipe ou président de la classe, des trucs comme ça ?»« Oui. »« Bon non, c'est sans importance. De toute façon, ce qui touche au collège n'a guère d'importance. En y entrant, on s'imagine qu'on a décroché la timbale, mais quand c'est fini, pas un type ne pense vraiment que c'était extraordinaire, à moins d'être complètement borné. Du moins, c'est bien le cas de mon frère et de ses copains. » Elle n'en fut pas apaisée pour autant, et même ses craintes se renforcèrent. La petite Suzy Star, super vedette du collège d'Ewen, la reine des reines, le dessus du panier. La robe de bal de fin d'études bouclée pour la vie dans un placard, enveloppée d'une housse en plastique. Les sombres vagues de la nuit s'appesantissaient contre les glaces légèrement embuées de la voiture. Bon, je finirai probablement dans le garage de mon père. Je passerai mes soirées du vendredi et du samedi chez l'oncle Bill ou au Cavalier à siroter de la bière et à parler de ce match où j'ai revu une passe formidable de Sanders et où on a aplati l'équipe de Dorchester. Je serai marié à une enquiquineuse quelconque, je roulerai toujours dans le dernier modèle de l'année, je voterai démocrate. « Oh, arrête !» dit-elle, le palais brusquement imprégné d'une saveur douce amère. Elle l'attira vers elle. « Fais-moi l'amour, j'ai le cafard ce soir, fais-moi l'amour, dis. » Il lui fit donc l'amour, et cette fois, ce fut différent. Cette fois, elle oublia le manque d'espace, et ce ne fut pas un frottement monotone, mais une friction délicieuse, dont l'intensité ne cessait de croître. 2 fois, il dut s'arrêter, haletant, fit tout pour se retenir et s'activa de nouveau. Il était vierge avant moi et l'a reconnu, mais j'étais persuadé qu'il mentait. Il accentua le rythme de son mouvement, la respiration précipitée, elle laissa échapper des gémissements entrecoupés, lui étreignit le dos avec force. Elle s'abandonnait, transpirante, le mauvais goût dans la bouche dissipé, avec l'impression de vibrer de toutes ses cellules,
le corps rempli de soleil, des notes de musique et des papillons multicolores plein la tête. Plus tard, comme il rentrait, il lui demanda cérémonieusement si elle l'accompagnerait au grand bal du printemps. Elle lui répondit oui. Il lui demanda également ce qu'elle avait décidé à propos de Carrie. Elle n'avait rien décidé. Il déclara que c'était sans importance, mais elle n'était pas de cet avis. Il lui semblait qu'au contraire, c'était très important. Extrait de Télékinésie, analyse et conséquences, par le doyen MacGuffin. On rencontre encore de nos jours, bien entendu, certains savants, l'ensemble des chercheurs de Duke University constitue hélas l'avant-garde de ces éléments, qui rejettent en bloc les implications terrifiantes qui découlent de l'affaire Carrie White. Comme la Fatlands Society, les Rose-Croix ou les Corliss d'Arizona, qui déclarent formellement que la bombe atomique ne fonctionne pas, ces malheureux se dérobent devant la logique avec leur tête dans le sable, qu'on veuille bien excuser cette métaphore boiteuse. Bien sûr, on comprend sans peine la consternation, les levées de boucliers, les lettres indignées et les débats passionnés au cours de réunions scientifiques. La notion de télékinésie est une pilule amère à avaler pour la communauté scientifique dans son ensemble, avec ses cadrans Ouija, ses médiums, ses tables tournantes, ses couronnes magiques dont sont truffés les films d'horreur. Mais cette compréhension ne peut admettre l'irresponsabilité scientifique. Les effets de l'affaire White soulèvent des problèmes graves et ardus. Un véritable tremblement de terre a jeté bas nos idées reçues concernant le fonctionnement des lois naturelles. Peut-on blâmer un physicien illustre comme Gérald Luponnet lorsqu'il affirme qu'il s'agit d'un coup monté de toutes pièces, d'une imposture, même lorsqu'il est mis en présence des preuves irréfutables réunies par la commission White? Car si la vérité est avec Carrie, que penser de Newton? Assise dans le salon, Carrie et maman écoutaient Ernie Ford, Tennessee, chanter « Let the lower light be burning » sur un phonographe Webcore que maman appelait le Victrola, ou si elle était d'humeur particulièrement bonne, le Vic. Carrie, assise devant la machine à coudre, pédalait des deux pieds tout en piquant les manches d'une nouvelle robe. Maman, installée sous le crucifix de plâtre, bordait ses napperons et battait la mesure de la semelle au rythme du cantique, l'un de ses airs préférés. Monseigneur Bliss, qui en était l'auteur, ainsi qu'une quantité d'autres, illimitée semblait-il, représentait pour maman un flamboyant exemple de la présence de Dieu à la surface du globe. Il avait été marin et pêcheur, deux termes à peu près synonymes dans le vocabulaire de maman, grand blasphémateur, un affreux sacrilège à la face du Tout-Puissant. Puis il avait essuyé en mer une terrible tempête. Le bateau avait failli chavirer, et Monseigneur Bliss s'était prosterné sur ses genoux de pêcheur impénitent, terrassé par une vision d'un enfer béant sous la surface des eaux, prêt à l'engloutir, et il s'était mis à prier Dieu. Monseigneur Bliss avait promis au Seigneur que, s'il le sauvait, il lui consacrerait le reste de sa vie. La tempête, naturellement, s'est aussitôt apaisée. Dans sa miséricorde, le Seigneur nous éclaire, et du haut de son phare illumine nos cœurs. Mais il nous a confié la tâche de veiller sur les feux et les lampes jalonnant le rivage. Tous les cantiques de Monseigneur Bliss exhalaient un parfum d'aventure maritime. La robe que préparait Carrie était vraiment très jolie, de couleur cramoisie, la plus proche du rouge autorisé par maman, avec des manches bouffantes. Elle essayait de concentrer toute son attention sur la couture, mais bien entendu son esprit vagabondait malgré elle. La lumière du plafonnier était jaune, crue et violente. Le petit canapé de peluche poussiéreux inoccupé, Carrie n'avait jamais eu l'occasion d'inviter un garçon à s'y asseoir, et contre le mur du fond se détachait une ombre double, le Christ en croix et au-dessous de lui, maman. Les gens de l'école avaient appelé maman à la blanchisserie et elle était rentrée à midi. Carrie l'avait regardée monter le perron et avait senti son bas-ventre pris d'une sorte de tremblement. Maman était une femme très grande et forte et elle portait toujours un chapeau. Dernièrement, ses jambes avaient commencé à enfler et ses pieds semblaient sur le point de déborder de ses souliers. Elle portait un manteau de drap noir avec un collet de fourrure noire. Derrière ses lunettes sans monture à double foyer, ses yeux bleus paraissaient énormes. Elle ne se séparait jamais d'un grand sac à main noir, dans lequel elle rangeait son porte-monnaie, son porte-cartes, tous deux noirs, une lourde Bible King James, également noire, avec son nom gravé dessus en lettres d'or, et une pile de tracts maintenus par un élastique. Les tracts étaient en général de couleur orange et grossièrement imprimés. Carrie savait vaguement que maman et papa Ralph avaient été baptistes autrefois, mais qu'ils avaient abandonné cette croyance après avoir acquis la conviction que les baptistes favorisaient sur terre l'action de l'Antéchrist. Depuis lors, le domaine de la religion était dans la famille strictement limité à la maison. Maman pratiquait ses exercices de piété les dimanches, lundi et vendredi, qu'elle appelait les jours saints.
Maman était le ministre du culte et Carrie la congrégation. Les services duraient 2 à 3 heures. Maman avait ouvert la porte et était entrée d'un pas décidé. Elle et Carrie s'étaient regardés un instant d'un bout à l'autre de la petite antichambre comme deux cow-boys ennemis sur le point de dégainer. C'est l'un de ces moments brefs qui paraissent de la peur. Était-ce vraiment de la peur qui se lisait dans les yeux de maman? Beaucoup plus long, rétrospectivement. Maman referma la porte derrière elle. « Tu es une femme ?» dit-elle doucement. Carrie sentit ses traits se crisper, se décomposer sans rien pouvoir y faire. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» s'écria-t-elle. « Oh maman, j'ai tellement eu peur. Et les autres filles qui se moquaient de moi me lançaient des choses. » Maman avait marché vers elle et sa main s'était détendue comme l'éclair, une main dure, musclée, calleuse. Du revers, elle avait atteint Carrie à la mâchoire, et Carrie était tombée sur le seuil entre le couloir et le salon en pleurant avec bruit. « Et Dieu a tiré Ève de la pomme d'Adam, » dit maman. Ses yeux étaient énormes derrière les verres épais. On aurait dit des œufs pochés. Du côté du pied, elle frappa Carrie dans la cage thoracique et Carrie poussa un hurlement. « Debout, femme, allons prier. Priez Jésus pour nos âmes pécheresses et mauvaises de femmes. »« Maman !» Elle sanglotait trop pour pouvoir en dire plus. L'hystérie latente qui courait en elle s'exhalait en balbutiements. Incapable de se lever, elle ne put que ramper dans le salon, les cheveux pendants sur la figure, en hoquetant des sanglots rauques et saccadés. À tout instant, maman lui lâchait un coup de pied. Elles traversèrent ainsi le salon vers l'emplacement de l'hôtel, qui avait été à l'origine une petite chambre à coucher. Et Ève était faible, et... Dis-le, femme, dis-le. Non, maman, je t'en prie, aide-moi. Le pied se détendit, Carrie hurla. Et Ève était une faible créature, et elle a lâché le corbeau sur le monde, continua maman. Et le corbeau avait pour nom péché, et le premier péché fut l'accouplement. Et le Seigneur flétrit Ève de sa malédiction, et cette malédiction était la malédiction du sang. Et Adam et Ève furent chassés du jardin, et Ève s'aperçut qu'elle portait en son ventre un enfant. Maman décocha un coup de pied dans les reins de Carrie, dont le nez s'érafla au plancher de bois. Elles entraient dans le sanctuaire où se dressait l'autel. Une croix était posée sur une table recouverte d'un dessus de soie brodée. De part et d'autre de la croix, il y avait des cierges blancs. Derrière étaient disposés plusieurs chromos représentant le Christ et ses apôtres. Et sur la droite s'ouvrait l'endroit, le pire de tous, l'antre de la terreur, la caverne où s'anéantissait tout espoir, toute résistance à la volonté de Dieu et à celle de maman. La porte du placard béait comme une bouche ricanante. À l'intérieur, sous une ampoule bleue hideuse allumée en permanence, était accrochée l'interprétation par Dérault du fameux sermon de Jonathan Edwards, « Les pécheurs aux mains du Dieu de colère ». Et il y eut une seconde malédiction, et celle-ci était la malédiction de l'enfantement. Ève engendra Caïn dans la sueur et le sang. Maintenant, maman la traînait, mi-rampante, mi-debout, au pied de l'autel, où elles tombèrent toutes les deux à genoux. Maman agrippa avec force le poignet de Carrie. Et, après Caïn, Ève, qui ne s'était pas encore repentie du péché d'accouplement, engendra Abel. Alors, le Seigneur accabla Ève d'une troisième malédiction, et ce fut la malédiction du meurtre. Caïn se dressa et tua Abel à coups de pierre. Et Ève ne se repentit encore pas, ni toutes les filles d'Ève, et le serpent perfide fonda sur Ève un royaume de corruption et de pestilence. « Maman !» hurla Carrie. « Maman, je t'en supplie, écoute, c'était pas ma faute. »« Baisse la tête, dit maman, et prions. »« Mais tu aurais dû me prévenir. » Maman abattit la main sur la nuque de Carrie, et la force du coup était à la mesure de la musculature, accumulée par 11 ans de transport de lourds sacs de linge et le chargement de piles de draps humides. Carrie, les yeux un instant exorbités, précipitée en avant, heurta du front l'autel, y laissant une marque et faisant vaciller les cierges. « Prions, dit maman d'une voix douce, implacable. » Pleurante et reniflante, Carrie pencha la tête. Un filet de morve lui pendait du nez et elle l'essuya. Si j'avais gagné 5 cents chaque fois qu'elle m'a fait pleurer ici, du dos de la main. « Ô Seigneur !» déclamait maman d'une voix sonore, la tête renversée en arrière. « Aide la pécheresse agenouillée à mes côtés à voir l'étendue et la gravité de ses fautes. Montre-lui que si elle était restée pure, la malédiction du sang ne se serait pas abattue sur elle. Peut-être a-t-elle commis le péché d'impudeur et de luxure en ses pensées. Peut-être a-t-elle écouté de la musique rock'n'roll à la radio. Peut-être a-t-elle été tentée par l'Antéchrist. Montre-lui que c'est ta main magnanime et vengeresse qui l'a punie. « Non, lâche-moi !»
Elle tenta de lutter pour se remettre sur ses pieds, et la main de maman, aussi puissante et impitoyable qu'un bracelet d'acier, la força à se remettre à genoux. Et que tu lui as tracé la voie étroite et sans détour, dont elle ne devra jamais s'écarter si elle veut échapper aux flammes dévorantes de l'enfer éternel. Amen. Elle tourna vers sa fille, ses yeux agrandis et luisants. Maintenant, va dans ton placard. Non. Elle se sentait suffoquée de terreur. Va dans ton placard, prie en secret, implore le pardon de tes péchés. Mais je n'ai pas péché, maman. C'est toi qui as péché, tu ne m'as rien dit, et elles se sont moquées de moi. À nouveau, elle crut entrevoir dans les yeux de maman une fugitive lueur de crainte qui disparut aussi vite et silencieusement qu'un éclair de chaleur. Maman se mit à pousser Carrie vers la lueur bleue du placard. « Prie le Seigneur, et tes péchés te seront peut-être remis. »« Maman, lâche-moi !»« Prie, femme !»« Je vais faire revenir les pierres, maman !» Maman s'arrêta. Son souffle même parut un instant suspendu dans sa gorge, puis sa main se resserra sur le cou de Carrie, se resserra jusqu'à ce que Carrie vit danser des taches rouges devant ses yeux et sentit sa conscience s'estomper, se dissoudre. Les yeux dilatés de maman s'étaient mis à flotter devant elle. « Enfant du diable !» murmura-t-elle. « Pourquoi ai-je été à ce point maudite ?» Carrie, la tête prise comme dans un tourbillon, cherchait éperdument un mot assez fort pour exprimer son angoisse, sa honte, sa terreur, sa haine. Il lui semblait que son existence entière se réduisait à ce misérable instant de révolte impuissante. Les yeux roulant dans les orbites, la bouche débordante de salive, elle hurla de tous ses poumons. « Putain !» Maman cracha comme un chat ébouillanté. « Péché !» vociféra-t-elle. « Oh, péché !» Elle se mit à frapper Carrie à coups redoublés sur le dos, la nuque, la tête, tout en la poussant irrésistiblement vers le placard baigné de lumière bleue. « Putain !» hurla à nouveau Carrie. « Voilà, je l'ai dit. Comment crois-tu qu'elle t'aurait eu autrement, bon Dieu? Ça y est. » Projetée la tête la première dans le placard, elle alla heurter brutalement le mur du fond et s'écroula sur le sol, hébétée. La porte claqua et la clé tourna dans la serrure. Elle était seule avec le dieu de colère de maman. La lampe bleue éclairait l'image d'un immense Jéhovah barbu qui précipitait des multitudes hurlantes d'humains dans les profondeurs enfumées d'un abîme embrasé. Au-dessous d'eux, d'horrifiantes silhouettes charbonneuses se débattaient au milieu des flammes de la perdition, tandis que l'homme noir siégeait sur un immense trône couleur de feu, tenant un trident à la main. Son corps était celui d'un homme, mais il avait une queue fourchue et la tête d'un chacal. Elle ne flancherait pas cette fois. Mais naturellement, elle finit par flancher. Il lui fallut 6 heures, mais elle flancha, pleurant et suppliant maman d'ouvrir la porte et de la laisser sortir. Elle avait un besoin terrible d'uriner. L'homme noir la regardait, un rictus sardonique sur sa bouche de chacal, et ses yeux pourpres connaissaient tous les secrets du sang menstruel. 1 heure après que Carrie eut commencé à l'appeler, maman la fit sortir. Carrie se rua vers la salle de bain. Maintenant seulement, 3 heures plus tard, assise la tête penchée sur la machine à coudre comme une pénitente, elle se souvenait de la peur apparue dans les yeux de maman, et elle croyait en connaître la raison. Il était déjà arrivé que maman l'enferme dans le placard jusqu'à une journée entière, quand elle avait volé cette petite bague à 49 cents au bazar Scheber, et le jour où elle avait trouvé cette photo de Flash Bobby Pickett sous l'oreiller de Carrie. Et Carrie s'était une fois évanouie d'inanition à cause de l'odeur de ses déjections. Et elle n'avait jamais répondu comme elle venait de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, elle avait même prononcé ce mot « pu ». Pourtant, maman l'avait laissé sortir presque tout de suite après qu'elle eût flanché. Voilà, la dernière piqûre était faite, elle écarta les pieds de la pédale et tendit la robe devant elle pour l'examiner. Elle était longue, affreuse, elle la détestait. Elle savait pourquoi maman l'avait laissée sortir. « Maman, je peux aller me coucher ?»« Oui. » Maman ne releva pas les yeux de son apron. Elle plia la robe sur son bras, puis son regard se posa sur la machine à coudre. À l'instant même, la pédale démarra d'elle-même. L'aiguille commença à monter et descendre, des reflets lumineux jouant sur l'acier poli. La bobine se dévida en tressautant tandis que tournait le volant latéral. Maman redressa brusquement la tête, les yeux dilatés. Le motif en feston brodant son apron, merveille de complexité et à la fois de précision et de régularité, se désorganisa brusquement. « Elle vide la canette, simplement, » dit Carrie à mi-voix. « Va te coucher, » répliqua maman d'un ton bref, et la peur était revenue dans ses yeux. « Oui, maman. » Elle avait peur que je fasse sauter la porte du placard de ses gonds. « Et je crois que je pourrais... Oui, je crois que je pourrais. »
Extrait de L'ombre dissipée, page 58. Margaret White est née et a grandi à Motton, petite agglomération qui envoie ses enfants boursiers pour suivre leurs études secondaires et supérieures au lycée et au collège de Chamberlain, la ville la plus proche. Ses parents jouissaient d'une bonne aisance. Ils étaient propriétaires d'un cabaret de nuit prospère dans les faubourgs de Motton, appelé la Bonne Auberge. Le père de Margaret, John Brigham, fut tué d'un coup de feu au cours d'une rixe survenue dans le bar pendant l'été 1959. Margaret Brigham, qui avait alors près de 30 ans, devint une fidèle des offices du culte fondamentaliste. Sa mère s'était mise en ménage avec un autre homme, Harold Allison, qu'elle devait par la suite épouser, et ils désiraient l'un et l'autre se débarrasser de la présence de Margaret à la maison. Margaret jugeait que sa mère, Judith, et Harold Allison vivaient dans le péché et exprimaient fréquemment son opinion à ce sujet. Judith Brigham était convaincue que Margaret resterait vieille fille jusqu'à la fin de ses jours. Selon la formule imagée de son beau-père, Margaret avait une gueule comme le cul d'un camion-citerne et le châssis assorti. Il l'appelait également la bigote de choc. Margaret refusa de s'en aller jusqu'en 1960, lorsqu'elle fit la connaissance de Ralph White aux réunions d'une mission. En septembre de la même année, elle quitta la maison des Brigham à Motton et s'installa dans un petit appartement de Chamberlain. Les relations suivies qu'entretenaient Margaret Brigham et Ralph White se terminèrent par un mariage le 23 mars 1962. Le 3 avril 1962, Margaret White était admise pour un bref séjour à l'hôpital de Westover. « Des clous, elle n'a jamais voulu nous dire ce qui clochait, déclara Harold Allison. La seule fois qu'on est allé la voir, elle nous a dit qu'on vivait dans l'adultère malgré qu'on était mariés et qu'on irait droit en enfer. Elle a dit que Dieu nous avait mis une marque invisible au front, mais qu'on la voyait. Elle tournait pas rond, je vous le dis. Sa vieille a voulu être gentille, essayer de voir ce qui n'allait pas. Elle a piqué une crise et s'est mise à débloquer à propos d'un ange avec une épée qui allait faire des ravages dans les mauvais lieux et liquider tous les pécheurs. Du coup, on est parti. Judith Allison, cependant, avait son idée sur ce qui avait pu arriver à sa fille. Elle pensait que Margaret avait fait une fausse couche. Si c'était le cas, l'enfant avait été conçu en dehors des liens du mariage. La confirmation de cet état de fait jetterait une lumière nouvelle sur la personnalité de la mère de Carrie. Dans une longue lettre exaltée à sa mère datée du 19 août 1962, Margaret lui disait qu'elle et Ralph vivaient à l'écart du péché, sans la malédiction de la fornication. Elle pressait Harold et Judith Allison de fermer leur antre de perdition et de les imiter. C'est, déclare Margaret vers la fin de sa lettre, la seule façon dont toi et cet homme peuvent éviter la pluie de sang à venir. Ralph et moi, comme Marie et Joseph, ne connaîtrons et ne polluerons jamais nos corps. Si je suis fécondé, que ce soit par le ciel. Bien entendu, le calendrier nous montre que Carrie fut conçue un peu plus tard la même année. Les filles s'habillaient en silence pour leur cours de gymnastique du lundi matin, sans chahut ni singerie, et aucune d'entre elles ne s'étonna vraiment lorsque Miss Desjardins ouvrit à la volée la porte du vestiaire. Son sifflet d'argent pendait entre ses seins menus, et si son short était le même que celui qu'elle portait le vendredi, il n'y restait plus trace des empreintes sanglantes de Carrie. Les filles continuèrent à se préparer, boudeuses, sans la regarder. « Ce n'est pas vous qui êtes en dernière année » s'enquit Miss Desjardins d'un ton calme. « Et quand est l'examen ? Dans un mois ? Et le bal de printemps encore plus tôt. Pour la plupart, vos robes sont déjà prêtes, et vous avez vos cavaliers, je suppose. Tu seras avec Tommy Ross, Hélène avec Roy Evarts, et toi, Chris, tu n'as qu'à faire ton choix. Quel est l'heureux élu ? Billy Dolan, répondit Chris Anderson. Eh bien, il en a de la chance, non ? Remarqua Desjardins. Qu'est-ce que tu vas lui offrir pour la soirée, Chris ? Un cotex sale ? Ou peut-être une feuille de papier hygiénique utilisée ? Sauf erreur, ces petits accessoires sont la coqueluche de la classe ces derniers temps. Chris était devenu très rouge. Je sors d'ici, je ne veux pas écouter des horreurs pareilles. De tout le week-end, Desjardins n'avait pu effacer de son esprit l'image de Carrie hurlante, sanglotante, une serviette humide plaquée à la base du ventre et sa propre réaction d'écœurement et de colère. Et maintenant, comme Chris faisait mine de se précipiter vers l'extérieur en la bousculant, Desjardins lui barra le passage et la projeta contre une rangée de placards à la peinture vert olive écaillée à côté de la porte intérieure. Chris ouvrit de grands yeux stupéfaits, puis une rage folle crispa ses traits. « Vous n'avez pas le droit de nous toucher !» hurla-t-elle. « On vous collera en tôle pour ça. Vous pouvez compter là-dessus, espèce de garce !» Les autres filles, effarées, le souffle coupé, avaient baissé le nez. La situation devenait explosive, dégénérait. Sue remarqua du coin de l'œil que Marie et Donna Thibodeau se tenaient par la main.
Cela m'est parfaitement égal, Anderson, répliqua Desjardins. Si vous, ou les autres filles, vous figurez que je cherche à vous donner une leçon, vous vous trompez. Je veux simplement que vous sachiez toutes que vendredi, vous avez fait une saloperie, une véritable saloperie. Chris Arganson regardait par terre, avec un reniflement de mépris affecté. Le reste des filles contemplaient un peu n'importe quoi, au hasard, évitant avec soin leur professeur de gymnastique. Sue se surprit à considérer la rangée des douches, la scène du crime, et détourna vivement les yeux. Aucune d'entre elles n'avait jamais entendu un professeur employer le mot saloperie. Y en a-t-il une parmi vous qui ait pensé un instant que Carrie pouvait éprouver des sentiments? Est-ce que cela vous arrive seulement de penser? Sue, Fern, Hélène, Jessica, n'importe laquelle d'entre vous. Vous la trouvez laide. Bon, eh bien, vous êtes toutes laides. Je m'en suis aperçu vendredi matin. Chris Arganson s'était mis à marmonner que son père était avocat. Taisez-vous, lui lança avec force Desjardins à la figure. Chris recula si brusquement que sa tête heurta les armoires métalliques derrière elle. Elle se mit à geindre en se frottant l'occiput. « Encore une remarque de votre part, dit Desjardins d'une voix contenue, et je vous fais valser à l'autre bout de la pièce. Vous voulez savoir si je plaisante ?» Chris, qui apparemment était arrivée à la conclusion qu'elle avait affaire à une folle, resta muette. Desjardins mit les mains sur les hanches. « Le bureau a décidé de vous infliger une punition. Non pas ma punition, j'ai le regret de vous le dire. Mon idée était de vous faire renvoyer 3 jours avec interdiction de bal de fin d'année. » Plusieurs filles se regardèrent et murmurèrent d'un air malheureux. « C'est ce qui pouvait vous toucher le plus, » continua Desjardins. « Malheureusement, le personnel administratif d'Ewen est entièrement masculin. Je ne crois pas qu'ils se rendent bien compte de l'odieux de votre conduite. Enfin, voilà, c'est 1 semaine de retenue. » Soupir spontané de soulagement. « Mais c'est moi qui suis chargé de vous surveiller, dans la salle de gym, et je vais vous en faire baver. »« Je ne viendrai pas, » déclara Chris, la bouche serrée. « Comme vous voudrez, Chris, comme vous voudrez. Mais la punition pour celles qui sécheront la retenue sera justement 3 jours de renvoi et l'interdiction de bal. Vous y êtes ?» Personne ne dit rien. « Bon, maintenant changez-vous, et réfléchissez à ce que je vous ai dit. » Elle s'en alla. Silence total, atterré pendant un long moment. Puis Chris Arganson s'exclama d'une voix aiguë, frémissante. « Ça ne se passera pas comme ça !» Elle ouvrit une porte d'armoire au hasard, y prit une paire de tennis et les lança à travers la pièce. « J'aurai sa peau. Bon Dieu, ça alors, elle peut y compter. Si on se met toutes bien d'accord, on peut... »« Tais-toi, Chris !» interrompit Sue, et le ton éteint. La morne voix d'adulte qu'elle avait prise malgré elle la décontenancèrent. « Tais-toi tout de suite !»« Oh, c'est pas fini !» dit Chris Arganson entre ses dents, tout en tirant d'un coup sec sa fermeture à glissière et en prenant son short de sport vert élégamment effrangé. « C'est même loin d'être fini. » Extrait de L'ombre dissipée, pages 60 et 61. Selon notre avis, un grand nombre de ceux qui ont étudié le problème de Carrie White, soit pour des revues scientifiques, soit pour la presse populaire, ont insisté à tort sur la recherche relativement stérile de manifestations télécinétiques de la petite enfance du sujet. En termes plus imagés, autant, pourrait-on dire, passer des années à rechercher les tout premiers signes de masturbation chez un enfant devenu obsédé sexuel. L'épisode spectaculaire des pierres a joué un rôle de miroir aux alouettes à cet égard. Bien des chercheurs ont adopté la prise de position erronée, selon laquelle un incident s'étant produit, d'autres devaient nécessairement suivre. Pour employer une autre analogie, cela équivaudrait à poster une équipe d'observateurs météorologiques à Crater National Park sous prétexte qu'un astéroïde géant y est tombé il y a 2 millions d'années. À ma connaissance, il n'existe aucun autre phénomène télékinésique enregistré dans l'enfance de Carrie. Si Carrie n'avait pas été fille unique, sans doute disposerions-nous de témoignages oraux par douzaines concernant d'autres incidents mineurs de même nature. Dans le cas d'Andrea Collins, voir récit détaillé en appendice 2, il est dit qu'à la suite d'une fessée administrée à l'enfant pour avoir grimpé sur le toit, l'armoire à pharmacie s'ouvrit en grand, des bouteilles tombèrent sur le sol ou parurent voler à travers la salle de bain. Des portes s'ouvrirent et se refermèrent avec violence, et au point extrême de cette manifestation, un meuble combiné stéréo de plus de 100 kilos se renversa, et des disques voltigèrent dans tout le salon, bombardant les occupants ou percutant les murs. Fait significatif, ce témoignage a été fourni par l'un des frères d'Andrea et cité dans le numéro du 4 septembre 1955 du magazine Life. À coup sûr, on ne peut considérer Life comme une source de documentation scientifique et incontestable, tant s'en faut, mais nous disposons de nombreuses informations à ce sujet, et je crois que l'importance des témoignages directs est ainsi démontrée.
Dans le cas de Carrie White, le seul témoin éventuel de faits insolites pouvant être considéré comme le prologue à un dénouement tragique était Margaret White, et Margaret White, bien entendu, est morte. Henry Grail, le directeur du collège d'Ewen, l'avait attendu toute la semaine, mais le père de Chris Argenson n'a paru que le vendredi, le lendemain du jour où s'achevait la semaine de retenue surveillée par la redoutable Miss Desjardins et qu'avait séché Chris. « Oui, Miss Fish ?» Il avait pris un ton officiel dans l'intercom, bien qu'il vît parfaitement à travers la vitre dans le secrétariat le visiteur qu'il avait à coup sûr reconnu pour avoir vu souvent sa photo dans le journal local. « Monsieur John Argenson désire vous voir, monsieur Grail. »« Faites-le entrer. » Nom de Dieu, Fish, pourquoi paraître si impressionné? La torsion des trombones, le crayonnement des marges et le pliage des coins étaient un besoin irrésistible chez Grail. Pour John Argenson, la lumière incontestée du barreau de la ville, il faisait un stock de munitions, une boîte entière d'attaches grand modèle disposée au centre de son buvard. Argenson était un homme de haute taille, imposant, la démarche assurée, avec les traits fermes et mobiles dont l'expression proclamait clairement la supériorité sociale du personnage. Il portait un complet marron de chez le bon faiseur, avec une trame aux subtils reflets vert et or qui donnait au complet de Grail l'aspect d'une guenille. Son attaché-caisse était mince, en vrai cuir, avec un fermoir d'acier inoxydable. Son sourire était impeccable et témoignait du talent de son dentiste. Un sourire à faire fondre le cœur des femmes jurées comme du beurre dans une poêle brûlante. Sa poignée de main était savamment étudiée, ferme, chaude, prolongée. « Monsieur Grail, je désirais vous voir depuis plusieurs jours. »« Je suis toujours très heureux de rencontrer des parents qui s'intéressent aux études de leurs enfants, » répondit Grail avec un sourire sec. « C'est pour cette raison que nous organisons une réunion des parents d'élèves tous les ans, en octobre. »« Certes, » sourit Argenson, « vous êtes un homme très pris, je suppose. Quant à moi, je dois être au tribunal dans 45 minutes, si nous en venions droit au fait. »« Certainement. » Grail le plongea deux doigts dans sa boîte de trombone et commença à en tortiller un. « Je suppose que vous êtes venu me trouver au sujet des mesures disciplinaires qui ont été prises contre votre fille Christine. Il faut vous dire tout de suite que les règles en vigueur au collège ont été appliquées. Familiarisé comme vous l'êtes avec le fonctionnement de la justice, vous devez comprendre qu'il est difficilement concevable de faire une entorse à ces règles. » Argenson leva la main d'un geste impatient. « Apparemment, vous faites fausse route, monsieur Grail. Je suis ici parce que ma fille a été malmenée par votre professeur de gymnastique, Miss Rita Desjardins, et insultée verbalement, je le crains. Si je ne me trompe, le terme employé par Miss Desjardins à l'égard de ma fille était « saloperie ». Grail le réprima un soupir. « Miss Desjardins a été réprimandée. » Le sourire de Joe Argenson se refroidit de 10 degrés. « J'ai peur qu'une réprimande ne suffise pas. Voyons, c'est bien la première année que cette jeune personne enseigne. »« Oui, et nous en sommes très satisfaits. »« Apparemment, dans votre satisfaction, vous n'élevez pas d'objection au fait de projeter les élèves contre les murs ou de jurer comme un charretier. » Grail le déclencha la contre-offensive. « En tant qu'avocat, vous devez bien savoir que cet État reconnaît le droit de ce collège à agir in loco parentis. Nous assurons donc la pleine responsabilité des décisions que nous prenons dans le cadre des activités de l'établissement. Si vous manquez d'éléments à ce sujet, je vous conseille de consulter les comptes rendus de l'affaire secteur scolaire Monodoc contre Cranpool. »« Oh, je connais très bien cette affaire, » répliqua Argenson. « Je souligne à ce propos que ni l'affaire Cranpool, dont votre administration aime à se gargariser, ni l'affaire Frick ne touchent de près ou de loin à des brutalités physiques ou à des écarts de langage. Toutefois, je pourrais vous citer l'affaire secteur scolaire 14 contre David. Vous êtes au courant de celle-là » Grail était au courant. George Kramer, le sous-directeur du collège du 14e secteur, avait été un de ses partenaires de poker. George ne jouait plus guère au poker maintenant. Il travaillait dans une compagnie d'assurance après avoir pris sur lui de couper les cheveux d'un étudiant. Le secteur scolaire avait finalement versé 7000 $ de dommages et intérêts, autrement dit à peu près 1000 $ le coup de ciseau. Grail attaqua un nouveau trombone. « Ne nous jetons pas de cas litigieux à la tête, monsieur Grail. Nous sommes des hommes très pris, encore une fois. Évitons les paroles désagréables. Je ne veux pas faire d'esclandre. Ma fille est à la maison et elle y restera lundi et mardi, ce qui complétera son renvoi de 3 jours. C'est très bien comme ça. » Nouveau geste de la main pour clore le débat. « Tiens, attrape mon toutou, voilà un bon anos. »« Maintenant, voilà ce que je veux, » enchaîna Argenson. « Primo, l'entrée libre de ma fille au bal de fin d'année. C'est un événement très important pour une jeune fille et Chris est au sans coup. Secondo, pas de renouvellement de contrat pour cette Desjardins. Cela, c'est pour moi. Je crois que si je prends la peine d'attaquer votre établissement en justice, j'obtiendrai à la fois son renvoi et une substantielle indemnité.
Mais je ne veux pas me montrer vindicatif. Donc, si je ne me plie pas à vos exigences, la seule alternative est le tribunal. Il était entendu qu'une commission scolaire serait consultée au préalable, mais ce ne serait qu'une formalité. Par conséquent, oui, ce serait le tribunal. Fâcheuse éventualité pour vous. Nouveau trombone en main. Pour outrage physique et verbal, c'est bien ça? Essentiellement. Monsieur Argenson, vous rendez-vous compte que votre fille et environ une douzaine de ses compagnes ont jeté des serviettes hygiéniques à la tête d'une pauvre fille qui avait ses règles pour la première fois? Une fille qui se croyait en train de saigner à mort? Les traits de Argenson se contractèrent légèrement, un peu comme si quelqu'un avait parlé dans une pièce lointaine. Une allégation de ce genre ne peut pas être retenue. Je vous parle moi de faits, peu importe ce dont vous parlez. Cette fille, Carrietta White, a été traitée de tas de seins doux. On lui a crié de se mettre un bouchon, avec divers gestes obscènes à l'appui. Elle n'a pas pu venir en classe de la semaine. Considérez-vous cela comme des outrages physiques et verbaux? Moi, oui. Je n'ai pas l'intention, dit Argenson, de vous écouter vous répandre en demi-vérité ou me débiter votre boniment de maître d'école, monsieur Grail. Je connais assez bien ma fille pour... Tenez. Grail tendit la main vers une des corbeilles en grillage posées près de son buvard et lança une liasse de cartes roses à travers le bureau. Je doute fort que vous connaissiez aussi bien que vous le dites votre fille, telle que l'a dépeint cette carte. Si c'était le cas, vous vous rendriez certainement compte qu'il est grand temps de lui secouer sérieusement les puces, et temps de lui serrer la vis avant qu'elle ne cause de sérieux dégâts. Mais vous n'êtes pas... Ewen, 4 ans de présence, interrompit Grail. Examen de passage, juin 79, QI 140, moyenne 83. Néanmoins, je vois qu'elle a été admise à Oberlin. Il faut croire que quelqu'un, vous sans doute, monsieur Argenson, a le bras suffisamment long. 74 retenues motivées. Et là-dessus, 20 pour brimade envers des élèves handicapés, je dois préciser. Des canards boiteux, des enfants que Chris et celle de sa bande appellent des ploucs. Elle trouve ça hilarant, paraît-il. Et elle s'est dispensée de 51 de ces retenues. À l'école primaire de Chamberlain, un renvoi pour avoir placé un pétard dans le soulier d'une fille. La note sur la carte indique que la fillette, Irma Swope, a failli perdre 2 doigts de pied par la faute de cette petite peste. Cette Irma Swope est affligée d'un bec de lièvre, si je comprends bien. Je parle de votre fille, monsieur Argenson. Tout cela vous dit-il quelque chose? Oui, répondit Argenson en se levant. Une teinte d'un rose délicat avait envahi ses traits. Cela me dit que nous nous reverrons au tribunal. Et quand j'en aurai fini avec vous, si vous réussissez à placer des encyclopédies en faisant du porte-à-porte, c'est que vous aurez eu de la chance. Grail se leva également, furieux, et les 2 hommes se dévisagèrent de part et d'autre du bureau. Eh bien, d'accord, au tribunal, dit Grail. Il nota une fugitive expression de surprise sur le visage de Argenson, croisa les doigts et fit le forcing dans l'espoir d'un chaos technique du moins, susceptible de conserver son poste à Desjardins et de désarçonner ce sale con prétentieux. Apparemment, vous n'avez pas bien saisi toutes les implications du terme in loco parentis dans cette affaire, monsieur Argenson. Le parapluie qui protège votre fille protège également Carrie White, et dès que vous engagerez des poursuites pour violence physique et verbale, nous assignerons votre fille pour délit du même ordre vis-à-vis de Carrie White. La bouche de Argenson s'ouvrit et se referma. N'espérez pas vous en tirer avec ce genre d'entourloupette, espèce de... Avocat marron? Est-ce la formule que vous cherchez? Riposta Grail avec un sourire froid. Je crois que vous connaissez le chemin, monsieur Argenson. Les sanctions contre votre fille sont maintenues. Si vous tenez à pousser les choses plus loin, libre à vous. Argenson traversa la pièce d'une démarche rigide, s'arrêta comme pour ajouter quelque chose, puis sortit en réprimant de justesse son envie de claquer la porte. Grail exhala un long soupir. On comprenait sans peine d'où venait l'intraitable entêtement de Chris Argenson. M. Morton entra 1 minute après. « Comment ça s'est passé ?»« Le temps nous le dira, Morty, » répondit Grail. En faisant la grimace, il considéra la pile d'attaches tordues devant lui. « En tout cas, il m'a coûté 7 trombones. Dans le genre, c'est un record. »« Il ne va pas intenter un procès ?»« Je ne sais pas. Quand je lui ai dit que nous contre-attaquerions, ça l'a secoué sur ses bases. »« Oh, je veux bien le croire. » Morton jeta un coup d'œil au téléphone sur le bureau de Grail. « Il est temps de mettre l'administrateur au courant de ce merdier, non ?»« En effet, » dit Grail en décrochant l'appareil. « Dieu merci, mes cotisations à la caisse de chômage sont à jour. »« Les miennes aussi, » répondit loyalement Morton. Extrait de L'ombre dissipée, appendice 3. Carrietta White avait remis cette courte poésie à l'issue d'une composition en classe de 6e. M. Edwin King, qui était alors son professeur, déclare « Je ne sais pas trop pourquoi j'ai mis ce texte de côté. Je n'ai certes jamais considéré Carrie comme une brillante élève, et ses vers ne sont pas fameux.
Elle se tenait très tranquille, et je ne me souviens pas lui avoir jamais vu lever la main, mais la plainte qu'elle exprimait dans ce poème raté m'avait touché. Au mur, Dieu me regarde, avec son visage de pierre. Il me dit qu'il m'aime, mais s'il m'aime, pourquoi suis-je si seul? La marge du feuillet sur lequel est écrit ce court poème est décorée d'une frange de figures cruciformes qui donne presque l'impression de danser.